On a donc décidé de faire un restaurant de déjeuner. Puis j'ai dit à Dani, je veux bien ouvrir un restaurant encore, mais à une condition que les enfants travaillent avec nous. Et puis tout de suite, je lui ai dit, et puis on va être vraiment ambitieux ou très positif. J'aimerais que par la suite, si on a des petits-enfants, ils puissent travailler aussi au restaurant. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Ici Mélissa Dion-Deslandes. Aujourd'hui, dans Affaires de famille, je vous présente le restaurant C'est Belge. Le restaurant C'est Belge à Granby est porté par Philippe Payan et Dany Fredette. Ce projet réfléchi s'inscrit dans une vision à long terme, une entreprise bâtie pour durer, fondée sur un modèle solide de famille en affaires. Aujourd'hui, je vous présente Philippe Payan. Philippe, merci d'être là pour parler de cette belle aventure en famille, en affaires, avec C'est Belge. J'ai envie que tu me racontes un peu comment est né ce projet-là. Mais déjà, merci de me recevoir et de vous intéresser au restaurant C'est Belge. L'aventure a commencé, moi je suis arrivé ici en 95, donc à Montréal d'abord. Je suis resté sur Montréal pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis par la suite, eh bien, j'ai rencontré l'amour. Et ce qui a fait qu'on est reparti en Belgique. Donc, je suis parti en Belgique. J'ai fait découvrir aux enfants de Dany la Belgique. Caroline est venue habiter avec nous. Marc-Alain venait 2-3 fois par an également. Et puis, après l'expérience belge, on s'est dit, bon, on va revenir au Québec, principalement pour les enfants. Donc, il fallait trouver un travail. Auparavant, on avait une chaîne de restauration qui était Hector Chicken. On travaillait dans le poulet. Un petit peu comme poulet frit Kentucky, mais on travaillait en frais, ailes de poulet, morceaux de croustilles. On avait 4 restaurants à Bruxelles même, en franchise. Et puis, après, donc, pour les enfants, on s'est vraiment décidé. On s'est dit, on retourne au Québec, on retourne vivre et habiter au Québec. Donc, on est arrivé en 2007, je dirais, en 2007, oui, avec l'intention d'ouvrir un bed and breakfast. Donc, rien à voir avec la restauration. Moi, je voulais changer un petit peu d'univers parce que mon premier restaurant, je l'ai eu à 20 ans. Ça faisait vraiment longtemps que je travaillais là-dedans. Wow. La restauration, c'est un métier de passion, hein, vous le savez. Là. Mais j'avais toujours la passion, mais je me suis dit... On avait des amis en Belgique qui avaient des agences de voyage et on voulait faire un petit peu des circuits avec les Belges, les Français, avec le Bed and Breakfast, puis des activités que les gens auraient pu faire. Évidemment, on n'avait pas d'appartement, on n'avait rien. Un jour, on passe sur la rue Robinson et on voit marqué « à louer ». Bon, je dis c'est parfait, ça ressemblait un peu à une bâtisse européenne, là, hein, l'aspect, tout ça. Je sais pas pourquoi ça nous a attirés, on est allé voir et puis la dame, la propriétaire dit non, elle dit il y a pas d'appartement à louer, c'est le restaurant qui va être à louer. Ah, j'ai un restaurant, ok, donc on rentre à l'intérieur, on visite, on regarde. Puis j'ai trouvé qu'il y avait une âme déjà dans ce restaurant-là, il y avait quelque chose qui existait, des bonnes énergies. Puis avec Dany, je dis bingo, je dis on refait un restaurant. Mais pour mon challenge à moi, je voulais faire quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Et puis on s'est dit, on va faire du déjeuner. Le déjeuner, c'était aussi par rapport aux horaires, des horaires qui sont plus intéressants. On finit à 15h, 15h30. Donc on peut se permettre d'avoir une vie de famille après, le soir et tout. On a donc décidé de faire un restaurant de déjeuner. Puis j'ai dit à Dany, je veux bien ouvrir un restaurant encore, mais à une condition que les enfants travaillent avec nous. Et puis tout de suite, je lui ai dit, et puis... On va être vraiment ambitieux ou très positif. J'aimerais que par la suite, si on a des petits-enfants, ils puissent travailler aussi au restaurant. Donc, de partir sur... une vision à long terme. Une vision à long terme, et puis de dire les enfants vont travailler avec nous, et puis si ils ont un jour des enfants, les petits-enfants travailleront. Le miracle s'est réalisé puisque maintenant j'ai 2 de mes petits-enfants qui déjà travaillent au restaurant le week-end. Ils ont 15-16 ans, donc ils ont pu travailler. Wow. Donc ça, c'était vraiment magique. Là. C'était, vous savez, travailler en famille, quand on s'entend bien, et puis voir la progression des enfants, des petits-enfants, c'est le bonheur, là. C'est magique. Ouais. Honnêtement, c'est magique. Ben oui, j'imagine. Puis, tu sais, de passer d'un restaurant, tu sais, plus chaîne à quelque chose que vous avez créé. C'est ça. Mais, vous voyez, vous parlez de chaîne, mais tout de suite, au début, je me suis dit, on va faire comme si on était une chaîne. Parce que j'avais cette expérience-là. Moi, je travaillais pour des grosses boîtes. J'ouvrais des restaurants en Afrique du Sud, au Maroc,
un petit peu partout. Et puis, c'est moi qui faisais les ouvertures. Mon challenge à moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est partir de zéro. Wow. Vraiment de zéro. Et Bravo. puis de construire par rapport à ça. C'est ça qui me fait vibrer, on va dire. Donc, restaurant de déjeuner. Alors, déjeuner, en Europe, on n'a pas de déjeuner. On mange un croissant, un espresso sur le comptoir, et puis c'est notre déjeuner. Ici, il a fallu s'habituer. Donc, c'est pas que j'étais perdu. Bien sûr, on a fait tous les restaurants de déjeuner, Montréal, région, un petit peu les plus haut de gamme, disons. Et puis l'idée m'est venue de dire, bon, je sais ce qu'on va faire. Moi, j'avais une très belle expérience en restauration, dans plein de niveaux de restauration, que ce soit de la grande gastronomie, dans des grands noms à Paris. Après la néo-restauration, j'ai travaillé pour Pizza Hut aussi, avec des postes de superviseur ou de manager général. On s'est donc renseigné un peu sur ce qui, moi, en tant qu'Européen, qu'est-ce qui existe comme genre de déjeuner. Et puis je me suis dit, il y a un créneau qu'on ne trouve pas dans le petit déjeuner, c'est la gastronomie. Donc on a réfléchi et moi je me suis dit, on va faire des plats, des grands classiques européens transformés, des recettes donc de grands classiques transformés en déjeuner. Et puis au début, donc on est parti sur une carte. Tout de suite, j'ai tout fait grammer, comme dans le principe de franchise, parce que on avait quand même, moi j'avais aussi l'envie de dire, ben si ça fonctionne, on va le développer en franchise et tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le deuxième restaurant sur la rue principale. Au début, c'était pour avoir ce concept de franchise que l'on voulait. Donc les franchises, après on a vite réfléchi parce qu'on s'est fait approcher très rapidement par des investisseurs, des très gros investisseurs sur Montréal. On nous proposait minimum 5 ouvertures par an. Mais une exclusivité d'ouverture sur Montréal et toute la rive sud. 5 ouvertures par an pendant 5 ans. Même. Donc ça fait briller les yeux. C'est sûr que là, je me retrouvais un petit peu en Europe dans le contexte de ce que je faisais et tout. Et puis après, j'ai vite réfléchi et je me suis dit, mais on va perdre en qualité. Là, on venait de démarrer là quand même. Là, on était approché très rapidement, mais je dis, c'est sûr qu'on va perdre en qualité. Donc je préfère finalement, non, on a mis, puis surtout la quantité de travail que ça allait représenter et tout. Et puis ça n'a jamais été vraiment l'argent qui faisait briller mes yeux. Donc d'abord l'amour du travail et puis le travail en famille, ça c'était bien. Je me suis dit on va les envoyer de partout, ça va être compliqué, on a arrêté. Donc le deuxième restaurant a ouvert, mais entre deux, on a quand même eu des opportunités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a ouvert le restaurant sur la rue d'Aufresne, anciennement Faucheux. Donc là, on s'est vraiment fait plaisir et on a eu l'opportunité d'avoir le local. Qui était un restaurant qui était très reconnu, là, vraiment. Et puis on s'est dit on va le transformer en restaurant. À cette époque-là, il n'y avait pas de restaurant de style lounge urbain, il n'y avait pas ça à Granby. Donc on a fait affaire avec un designer qui à l'époque travaillait pour TVA, pour les studios, les décors de studio et tout. Et c'est lui un peu qui nous a amenés vers le style que nous on recherchait. Donc on a ouvert le restaurant. En même temps que le restaurant, on a aussi lancé le thé à l'anglaise à la ferme Héritage Miner. Je m'en rappelle encore. Il y avait 4 à 5 le week-end. On faisait 4 à 5 services. C'était tout le temps plein. C'était toujours un succès, honnêtement. Là, ça faisait partie de ce qu'on se parlait en ville, tu sais, de « Ah oui, le thé à l'anglaise, as-tu pu avoir une réservation? » C'est ça, c'était en plein ça. Mais bon, arrivé au thé à l'anglaise... Bon, moi et Dany, c'est quelque chose que quand on partait en vacances, par exemple pour l'hôtel anglaise, dès qu'on savait qu'il y en avait, que ce soit à Londres, que ce soit à Niagara, on allait au hôtel anglaise. Puis vraiment, là, j'ai eu le contact après avec la ferme Héritage Miner, puis on s'est dit, on pourrait faire ça à Granby. Mais il fallait tout mettre en place, là, tu sais, la recherche, ça a été dur. Alors, une chance que j'avais tous mes gars autour de moi, là, tu sais, quand on est une équipe, là, on peut voir loin, on peut aller loin, parce qu'on sent que chacun a des forces différentes. Ces forces-là, eh bien, il y en a qui avaient plus de force en cuisine, d'autres en comptabilité, en gestion de restaurants purs. Marc-Hélin qui est plus, lui, sur tout ce qui est construction, problème, vaisselle, racheter le matériel qu'il faut et tout. Donc, l'hôtel anglais, ça a été aussi un gros succès. C'est JP, Jean-Philippe. Vous savez, Jean-Philippe et les associés de Marc-Alain, maintenant, puisqu'on a passé la relève, JP avait 15 ans à l'époque.
Et puis JP, c'était un peu, et Geoffrey aussi. Les deux, c'était comme mes enfants. Là. Moi, n'ayant pas d'enfants, à part mes beaux-enfants, Marc-Alain et Carlane, j'avais envie, en tant que mentor, de donner mon expérience. C'était un besoin, il fallait que je donne. Parce que pourquoi garder une telle expérience alors que j'avais des gens adorables autour de moi, courageux, parce que ça n'a pas été facile au début, j'ai été dur avec eux aussi, mais je voulais la qualité, un la standard. perfection, tout de suite la perfection. Donc c'est pour ça qu'on a tout commencé à grammer, comme si c'était une franchise, comme si... Et puis après, moi, je savais que les jeunes, il y avait un intérêt. Je les voyais, ils étaient en cuisine. Geoffrey, par exemple, il sortait de la cuisine, il se mettait dans le cadre de la porte. C'était plein quand on avait juste au restaurant de Robinson. Il dit, ah, j'aime ça, moi, quand il y a du monde comme ça. Je sentais qu'il y avait une fébrilité, qu'il aimait vraiment ça. Marc-Alain, lui, était plus en salle et en cuisine. Ils ont tous commencé en cuisine. Marc-Alain, c'était, je sais pas, une petite anecdote encore, il y a 2-3 semaines. Moi, je suis dans la boutique, j'écoute Marc-Alain qui accueille des gens, qui leur demande ça. Et je lui dis, mais Marc-Alain, comment tu peux être si gentil avec les clients? Franchement, juste de l'entendre, ça m'a fait plaisir. Et il me dit, mais Philippe, il dit, on vous a écouté, on a regardé ce que vous faisiez, et puis c'est facile pour nous, on fait la même chose. Mais là, c'est du bonheur, juste d'entendre ça, c'était vraiment du bonheur. Là. Oui, puis dans les valeurs, tu sais, vous parliez justement de... fallait que ce soit professionnel, que ce soit bon, que ça représente un peu ce que vous voulez. Puis il y avait une exigence qui était là, ça c'était dans vos valeurs, là, l'excellence. Tout de suite, il fallait qu'il y ait une exigence parce que, comme je vous le disais au début, moi je voulais que les enfants travaillent avec nous et je voulais que mes petits-enfants qui n'étaient pas nés à l'époque travaillent aussi avec nous. Donc il fallait durer au moins jusqu'à la naissance des petits-enfants. Et puis ça s'est fait, le cheminement s'est fait tout seul. Franchement, nous, on y est resté pendant 15 ans. Alors, je vous avoue qu'au début, c'était pas facile, hein, du déjeuner gastronomique à Granby, alors qu'il n'y en avait pas encore. C'était vraiment difficile. On avait une clientèle au début qui était habituée à toutes sortes de déjeuners, comme on peut trouver, sans donner de nom. Mais on avait... les gens nous disaient, par exemple, au début, « Oh, vous avez pas de saucisses plastiques ?» Ben là, nous, en tant qu'Européens, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé ici, j'ai voulu trouver des producteurs. Donc, il fallait trouver la marchandise pour faire de la gastronomie en déjeuner. Et puis, finalement, on a trouvé, on s'est fait aider avec quelques organismes qui ont des répertoires de tous les fabricants, les fournisseurs dans le coin. Surtout des gens comme le Saucisson Vaudois, des grands noms, là, des classiques, c'était facile à trouver. Donc, quelque part, on a été aussi... Moi, j'arrivais d'Europe. Vous savez qu'en Europe, on parle plus de terroir, on parle de choses, qu'est-ce qui existe ici, qu'est-ce qui pousse dans le coin, Là, c'était le tout début. Et je me souviens, on a connu la naissance des Camrys, admettons. Il n'y en avait pas auparavant. C'est vrai. Donc, petite production, on prenait toute la production, les gens étaient contents. La même chose donc avec les charcuteries. À un moment donné, moi, je voulais des jambons sans phosphate. Oui. Chose qu'on trouvait pas. Bon, on a travaillé avec Saucisson Vaudois. On a pu avoir les jambons comme on les voulait. Donc, ça s'est fait quand les gens ont commencé à nous connaître. Ils se sont dit, ils veulent la qualité et ils veulent durer. Donc, on a trouvé un petit peu tous les fournisseurs, les fabricants. On a été un peu les ambassadeurs, on va dire, de ces gens-là. Oui. Qu'on a aidés au début parce que, je sais pas, nous, on travaillait un produit, je me souviens plus, des petites baies oranges. Ah, l'argousier. L'argousier, c'est ça. Donc, il fallait savoir le préparer. Moi, avec mon expérience, quand même, on avait des bases. J'avais des bases solides. Et puis, on pouvait transformer ces produits-là que les gens savaient pas trop. Oui, on savait que c'était antioxydant, mais comment le manger? On pouvait pas le manger comme ça. Donc, on a aidé aussi beaucoup de producteurs à se développer et à comprendre ce que le milieu de la restauration attendait en général, disons. Parce que quelque part, donc on avait le restaurant qui était de la grande restauration, le restaurant de déjeuner de Robinson, le thé à l'anglaise, c'était de la minutie, hein, ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Beaucoup de travail, énormément de travail, incroyable. Mais le résultat, il était là. On très rapidement, on faisait partie de la route d'été, un petit peu comme des grands hôtels à Montréal et tout. C'était ma fierté à Granby d'amener ça dans un cadre fabuleux, la ferme Héritage Miner. Oui. C'était parfait. On découvrait ce lieu-là en même temps. Ça devenait complètement bucolique et un lieu
qu'on se réappropriait avec ça. Ah, C'était vraiment, un voyage tellement agréable à gustatif. travailler là-bas, à être là-bas. Et puis alors après, de connivence avec les jardiniers, pour le thé à l'anglaise, on leur demandait de nous faire pousser aussi des choses, les herbes fraîches qu'on allait chercher directement dans le jardin. Après, il y avait tout le côté historique, avec des produits, l'ancêtre de la tomate qui poussait là-bas. Oui. On en mettait dans les plateaux, on expliquait aux gens. Non, c'était vraiment une très belle expérience, le thé à l'anglaise, là. Ouais. Mais beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Et dans ce que vous avez commencé, est-ce que Danny, lui, il était quand même... connaissait le monde de la gastronomie ou ça a été un nouveau voyage pour lui? Ça n'a pas été un nouveau voyage parce que vous allez trouver qu'on a voyagé beaucoup, mais auparavant, moi aussi, j'ai eu 2 restaurants à Marseille, Oui. dont un avec Danny. Ah! Donc, on a ouvert un restaurant à Marseille, dans un très vieux, très beau quartier de Marseille qui s'appelle Le Panier. Donc, on avait un restaurant juste devant la Vieille Charité, pour les gens qui connaissent. Là, c'était vraiment un des quartiers les plus jolis de Marseille à l'époque. Même si c'était chaud, ça fonctionnait. Et puis, donc, il avait eu une expérience avec ça. Et puis aussi à Bruxelles, en tant qu'avec les franchises qu'on avait d'Hector Chicken, il s'occupait d'1 ou 2 restaurants aussi. Pour la gastronomie, la cuisine, non, il touche à rien. Donc ça, c'était vraiment moi, mon domaine. Au moins, on se marche pas sur les pieds. Oui. Vous savez, et c'est ça aussi dans une équipe qui est bien, c'est que chacun ait ses forces et qui travaille juste ses forces. Bon, on se voyait régulièrement. Lui, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire... Non, il me lançait des cues comme ça, et puis on en a fait beaucoup. De ce qu'il a demandé, on en a fait beaucoup. Oui, vous aviez une superbe collaboration. Ah oui, ça allait. Le restaurant, quand on est arrivé sur la rue d'Aufresne, donc là, un super beau restaurant. Il n'existait pas de restaurant à l'époque comme ça à Montréal, ni les Pavanes, ni tout ça, ça n'existait pas. On était vraiment les premiers. On a été le premier à offrir des huîtres à Granby. C'est quelque chose de vraiment spécial. Mais pour vous redire la difficulté, quand on arrive dans un nouveau pays... Exact, j'allais là, justement. Oui, on arrive au mois de décembre. Bon, c'est la période des huîtres, c'est la période des fruits de mer, tout ça. Je vais chez Cowie. Est-ce qu'on pourrait avoir les huîtres pour... Ah, vous savez, on n'est pas dans la saison des huîtres. Bon, on est en plein décembre. Nous, on dit souvent les mois en R, c'est les mois où on peut manger des fruits de mer. Oui. Vous savez pourquoi d'ailleurs, ça, Non, les mois en R? non. Les huîtres, les moules et tout. Non. C'est simplement parce qu'auparavant, il n'y avait pas de frigo. On travaillait uniquement avec des glacières. Et puis, c'était des produits sensibles. Donc, les mois... qui sont sans air, comme juin, juillet, août. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas manger d'huîtres ou de moules. Ah, je comprends. Donc, on a lancé les huîtres. Moi, j'avais suivi un cours en Europe pour du foie gras, par exemple, des choses. On ne trouvait pas de foie gras ici. Foie gras maison, on ne trouvait pas ça. Donc, on a fait du foie gras maison. On a sorti un petit peu... Le restaurant, quelque part, ça a été notre cantine de luxe pendant tout le temps où on a ouvert. Honnêtement, là, nous, on en profitait, on avait notre table à nous, et puis ça me permettait aussi d'apprendre, donc à JP, au cuisinier, toute une gamme de produits qu'ils connaissaient pas, là, qu'ils savaient pas travailler, ou tout ça, c'était vraiment intéressant. Rencontrer des gens, des éleveurs de pintades, des éleveurs de truites, tous les producteurs locaux aussi, c'était vraiment une belle période intéressante. Tellement intéressante que à un moment, on s'est retrouvés, on avait les restaurants de déjeuner à gérer, le restaurant midi et soir, et le thé à la ferme Héritage Miner. Ça fait énormément de choses, ça n'a pas de sens. C'était énorme. Alors, vous comprenez un peu, moi, vu mon professionnalisme, il fallait que tout soit impeccable. Oui. Donc, beaucoup de temps. Puis là, je me suis dit, non, on ne pourra pas tenir. Là, c'est beaucoup trop. Là, travailler des 14, 15, 16 heures par jour. Ouais. Mais à chaque fois, c'était un succès, ce qu'on ouvrait. Donc, il y avait aussi cet engouement de se dire, ah, je suis content, ça marche. Si nous, on aime ce qu'on fait, les gens vont aimer ce qu'on fait, puis ils aiment ce qu'on fait. Alors, la clientèle, elle a été un petit peu plus dure à trouver. On travaillait pas avec il y avait la de publicité. l'éducation aussi. Il fallait Beaucoup. comme faire goûter ces produits-là qui étaient nouveaux encore. Exactement. Mais il y avait aussi, on était dans la période, il y a à peu près 15-20 ans, où les gens commençaient à partir beaucoup en vacances. Et puis alors, ils découvraient des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs en vacances. Donc, c'est un petit peu toute cette clientèle-là qu'on a su rapprocher ici, sans avoir fait de publicité. Parce que moi, j'ai toujours fonctionné en me disant, la meilleure publicité pour nous, c'est le bouche à oreille.
Donc, laissons faire les choses. Les gens, s'ils ont aimé l'expérience, ils vont en parler. Il suffit qu'on ait un nouveau client par jour. Puis, ça peut durer un restaurant, là, un seul client nouveau par jour qui, après, va en parler à 4-5 personnes qui, après, vont venir, qui vont en reparler. Non, ça, c'était vraiment intéressant. Oui. Et dans ça, les enfants, eux, est-ce qu'ils... Déjà, à quel âge vous avez au début? Parce que ils sont allés avec vous en Europe. Oui, Marc-Alain, quand j'ai rencontré Dany, Marc-Alain, il avait 4 ans, 4-5 ans. Oui. Caroline, elle avait 6 ans. Donc, Marc-Alain, non, il aimait... Vous connaissez les enfants, là. Quand ils venaient en Europe, on n'aime pas les tomates, on n'aime pas les champignons, on n'aime pas ci, on n'aime pas là. Mais je me suis toujours dit que en leur faisant découvrir des tables de restaurants haut de gamme, disons, ils allaient commencer à aimer peut-être un peu des goûts différents et tout ça. Ça n'a pas été le cas tout de suite au début, je vous le dirai, ça n'a pas été facile. Par contre, les petits-enfants, 14 ans, je vois ce week-end, qu'est-ce que tu manges, mon Théo? Ah, j'ai pris un œuf béné, sauce hollandaise. Puis qu'est-ce qu'il y a dans la sauce hollandaise? Puis là, ils me disent ce qu'il y a. Et ah tout, oui, là, hein? là, incroyable. Je dis alors que Marc-Alain, il partait de loin, Caroline aussi. Ils se sont bien rattrapés depuis. Oui. Vraiment, ils se sont bien rattrapés. Donc, ils étaient intéressés, mais ils nous regardaient aller un petit peu aussi, surtout. Et je vous avouerai qu'on avait une approche différente avec la clientèle aussi. Ayant travaillé dans des maisons comme Pizza Hut, vous savez, on a des créneaux très stricts. Là. Il faut croiser le regard des gens dans les 30 secondes. Il faut leur dire que vous les avez vus. Il faut tout ça. Puis, j'ai voulu mettre ça en place à tous les niveaux. Oui. Donc, ça a toujours été une grande famille. Les restaurants, c'est belge. Les employés, on a des employés qui avaient 14-15 ans. Maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils viennent toujours au restaurant. Ils viennent, ils sont contents, on se parle, et comment vous allez? Puis à chaque fois, ils me disent, tu nous as appris beaucoup, Philippe, franchement, même si on travaille pas dans ce domaine-là, on a pu apprendre beaucoup grâce à toi. Ben, parce que j'avais une autre mentalité, et puis c'était plus facile aussi pour moi, là. Mais il fallait toujours pas aller trop haut, c'était se remettre dans un contexte, on est au Québec, et il faut tranquillement habituer les gens à des nouveaux goûts, à des nouveaux plats, là. C'était ça, le truc. Oui, c'est ça. Donc, que depuis, il y a eu d'autres projets, puis on va s'en jaser, Philippe, dans les prochaines secondes. Ça va. Philippe, tantôt, on l'a mentionné, quand tu es arrivé au Québec, avant que vous repartiez en Europe, il y avait quand même la découverte de qui on était comme culturellement, en fait, les Québécois. Oui, c'était vraiment important aussi. Bon, moi, j'avais la chance, j'avais Dany, donc on avait les deux côtés de la chose. Les enfants aussi, qui étaient québécois pure souche, là, même s'ils venaient régulièrement en Europe, ou Caroline est venue habiter avec nous en Europe, ça n'avait rien à voir, là. Donc, ça a été une adaptation, je dirais, pas trop difficile non plus, mais il fallait comprendre. Moi, je voulais comprendre ce que les gens attendaient, disons, ou ce qu'ils n'avaient pas, et puis qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir. Mm-hmm. C'est surtout ça. Et puis, ça a été facile, parce que je vous dis, honnêtement, si ça nous plaît à nous, ça va plaire à d'autres personnes, c'est sûr et certain. Oui. Puis ça a marché comme ça, là. Oui. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas, devant un menu, on ne doit pas l'exprimer de la même façon. La confiance qu'on a aussi de choisir des choses. C'est ça. Ça, je suis sûre que ça se détecte aussi, là, tu sais. C'est même avec les représentants, au début, là... Je me souviens souvent, maintenant, je vois toujours les premiers représentants qu'on avait chez Dubé-Loisel, admettons, avec Brigitte. Et puis, la première commande qu'on a fait pour les restaurants, elle voyait tout ce que je lui demandais. Elle dit, mais Philippe, on n'a pas ça ici. On n'a pas ça ici. Ah non, on peut pas trouver ça ici. Ou alors, je lui dis, bon, qu'est-ce que t'as comme parfum de glace? Oh, c'est beau, comment tu dis ça? à chaque fois, c'était rigolo avec elle parce qu'on se disait... Alors, les produits, on les avait pas. Bon, ben, on attendait. Après, il y a eu on allait dans les salons alimentaires et tout. Et puis là, on trouvait quelques Européens qui voulaient lancer leurs produits ou tout ça. Donc, nous, on était super contents de se dire, on va trouver quelqu'un, enfin, qui fait ça. Mm-hmm. Et puis, vous savez, avant d'ouvrir, on a toujours fait des tests. Par exemple, celui de Robinson, donc c'est le premier qu'on a ouvert, le restaurant C'est Belge. On a ouvert le soir à Robinson. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, je me rappelais pas de ça, non? Pendant 2 ou 3 mois. Ah oui? Parce que quelque part, il me manquait aussi un peu le truc de dire,
On trouve pas d'abat sur les cartes de restaurant ici. Bon, on va ouvrir un peu le soir et puis on va changer le décor. Là, on était fous, hein, honnêtement. Oui. On changeait les rideaux, on mettait les nappes, on changeait tout, la De vaisselle. jour et de soir, c'était jour, pas le même décor. C'était rien à voir, ça n'avait rien Wow. à voir. Et puis là, on a lancé un menu, mais j'ai dit, je vais faire le menu le plus osé qu'on puisse faire pour voir un petit peu si on aurait une accroche avec les gens. Donc, le premier menu, on a travaillé les cervelles, les beignets de cervelle, on a travaillé la langue de bœuf, on a travaillé les rognons, on a travaillé toutes des choses qu'on était habitués à travailler en Belgique ou en France ou en Europe, alors qu'ici, ça n'existait pas, pratiquement. Et puis, ça a eu du succès. Encore une fois, ça a eu du succès. Les gens étaient curieux de découvrir, de goûter et tout. Juste pour vous parler les joues de porc. Oui. Hein, on s'entend-tu? Les joues de porc. Nous, on faisait de la carbonade avec, on faisait des choses comme ça. Le petit cochon rond, qui était mon fournisseur à l'époque, le préfet, maintenant, c'est notre préfet, oui. là, c'est lui. Ouais. Il me les donnait, les joues de porc. Il me les donnait parce qu'il ne savait pas comment s'en servir, il ne savait pas comment faire. Avez-vous vu le prix maintenant des joues de porc en magasin? Ça coûte une fortune. Là. Il y a toujours eu des pièces à la mode de viande qui étaient plus chères, puis les sections oubliées sont rendues maintenant très chères. C'est ça. Mais moi, vous voyez, par exemple, à Marseille, on travaillait avec les os à moelle en entrée. J'avais une des entrées qui était l'os à moelle. Le boucher, il me les donnait, là, on recevait des sacs entiers, mais nous, on les vendait, et puis il suffisait de savoir les apprêter. Regardez les cartes des grands restaurants maintenant, vous trouvez l'os à moelle, J'ai toujours trouvé qu'on avait la chance d'avoir, c'est pas prétentieux ce que je vous dis, mais on avait entre 5 et 8 ans d'avance sur ce qui allait sortir ici au Québec. Cette expérience-là, on l'avait en habitant là-bas. Moi, j'ai encore ma sœur qui est en Belgique. Et alors, régulièrement, je vous promets que c'est vrai, je l'appelle, je dis, bon, où est-ce que tu es allé au restaurant? Qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui plaît dans les plats? Qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Puis elle me revient, puis elle me dit, ah, on est allé à cette place-là, alors là, ça faisait la queue, c'est tout nouveau, explique-moi le concept. Donc elle me l'explique, je dis, ça va marcher ici, ça pourrait marcher ici. Puis on partait, on transformait ça ici et tout. Donc, toujours avoir aussi un petit contact avec l'Europe, c'est normal, ça me manquait. Absolument. Bien, surtout quand les racines sont là, c'est ça. C'est ça, là. Est-ce que dans la transmission, est-ce que vous vous rappelez du moment où est-ce que, par exemple, les enfants d'Annie ont fait « Oui, on a le goût d'être la relève », est-ce que ça a été clair? Est-ce que c'était su d'avance? Est-ce que c'était... Dans votre rêve de départ, vous l'aviez, mais est-ce que ça a bifurqué? Comment que ça s'est traduit? Ça n'a pas bifurqué. Nous, on y a travaillé 15 ans. J'ai eu l'impression, honnêtement, qu'en 15 ans, je leur avais fourni 80% de ce que je pouvais leur fournir. Sauf qu'eux, ils ont commencé à 15-16 ans. 15 ans après, ils avaient 30-35 ans. À 30-35 ans... Moi, mon premier restaurant, je l'ai eu à 20 ans. Donc, j'aurais pu comprendre. J'ai senti, je vous le dis honnêtement, j'ai senti une envie de reprendre, mais de reprendre au complet. Ah oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, pas me mettre de côté, loin de là. Mais moi, j'avais toujours dit aussi, vous savez, j'aimerais lever le pied. Moi, j'ai perdu mes parents très jeunes. Et puis, je dis, vers 55, 60 ans, j'aimerais vraiment lever le pied et puis qu'on puisse voir... Et puis, à un moment donné, ils se sont tous concertés, puis ils se sont dit, Philippe, on va te faire une proposition. Ah oui? Ouais, ça s'est passé comme ça. C'est qu'on décide de l'idée ça. C'est ça. Mais ils avaient chacun aussi, j'ai pas eu peur du tout, parce que chacun avait sa force, son rôle différent. Mais à 3, on parle pas de Julien encore pour l'instant, parce qu'à mon époque, Julien, il est arrivé après. Mais... C'était un beau cadeau, Julien, parce que c'est moi qui l'ai débauché. Et puis, je voulais absolument qu'il travaille quand on a ouvert le restaurant de la rue principale, qui devait servir de modèle pour les franchises, d'ailleurs. D'accord. Donc, on a fait le décor différent. On a fait un mélange de québécois. Vous avez vu, il y a du lambris à l'intérieur, tout ça. On a fait quelque chose de complètement différent. Et puis, Julien, je voulais vraiment l'avoir à ce restaurant-là. Et puis après, les gars, donc il est arrivé. Puis pour le garder, vous savez, il n'y a pas de secret. Pour garder les gens, il faut les payer. Il faut qu'ils se sentent bien dans leur domaine. Il faut qu'ils se sentent valorisés aussi. Il faut qu'ils sentent qu'ils aient aussi vraiment qui peuvent partir après sur d'autres projets au sein du restaurant, de faire grandir les choses. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, de faire grandir le nom,
Et puis Julien donc est arrivé. Et puis les gars, comme moi j'avais fait, j'ai oublié de vous dire aussi, pour les intéresser, tout de suite, peut-être au bout de la 5e année, je leur ai proposé des parts dans la société. Oui. Et je crois que c'était une belle accroche, ça. Parce Oui. que moi, on me l'avait proposé déjà dans ma jeunesse, auparavant. Et puis, déjà, ça vous dit, on me respecte pour le travail que je fais, on m'encourage pour le travail que je fais. Et puis, on me propose... Alors, c'est sûr qu'on n'a pas les retombées tout de suite financières quand on obtient des parts. Mais on dit, j'ai un pied dedans, je suis bien, je suis rentré dans la famille. Quelque part, c'était Absolument. ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait aussi, avec... Marc-Alain, il était déjà avec nous, lui, Oui. C'était pas pareil, mais avec JP. Et JP, c'est Jean-Philippe et Geoffrey. C'est comme ça que ça s'est passé. Après, quand on a ouvert le deuxième restaurant, le deuxième belge, là, j'avais plein de monde autour de moi qui était capable de tenir un restaurant en gérance ou tout ça. Donc, j'ai proposé à Jean-Philippe, à JP, de prendre les parts du Robinson et de les mettre sur le principal. D'accord. Et puis de se dire, là, vous allez gérer, vous tout seul, le principal. On sera toujours là, mais on est à 10 minutes, vous savez. Oui, ben oui. Et puis, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Et c'est là qu'eux, après, on fait rentrer Julien avec eux, parce qu'ils voulaient le garder. Puis, quelque part, ils ont refait un peu le même pattern que moi, j'avais fait avec eux. Oui. Alors, c'est pas une façon de les accrocher par la patte, comme on dit, mais je trouve que c'est vraiment... Et ça me paraît normal, moi. Je trouve que quand vous avez des employés auxquels vous tenez, il faut savoir les garder. Et puis pour les garder, quoi de mieux que de les impliquer dans l'affaire avec les hauts et les bas d'un restaurant, parce que c'est pas juste des hauts. Non. Il faut bien le savoir, là. Oui, exactement. Donc ça s'est passé un peu comme ça au début. Donc là, il y avait les parts donc sur la rue principale. C'est ça. Et ce Robinson, là, vous êtes toujours là, Danny et toi. Ce Robinson, on est toujours là. Mais c'est des histoires de société, oui, de tout oui. ça. Bon, c'est un peu... on ira pas là. Ouais. OK, mais je m'en allais vers la boutique maintenant. On va dire maintenant, alors, pour lever le pied, et en même temps, peut-être que je ne devrais pas le dire à la radio, mais pour avoir un petit œil de surveillance, là, vous savez, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est de la bienveillance plutôt. Ce qu'on va faire... On va leur vendre les restaurants et puis nous, on va ouvrir une boutique C'est Belge. Oui. Chose qu'il n'y avait pas non plus. Donc, on s'est dit, préparons, qu'est-ce qui fait briller la Belgique dans le monde entier? Bon, moi, j'étais déjà un collectionneur sérieux. J'aimais beaucoup Tintin, Hergé, ce monde-là. Bon, on s'entend-tu que dans le monde entier... c'est connu. Alors, je dis, on va approcher Tintin à Bruxelles. Et puis après, je dis, bon, la Belgique, on réfléchit. La Belgique, c'est reconnu pour quoi, quand on rigole un peu? Là, les gaufres. Les gaufres. Les frites. Les frites. Je suis allée, chocolat. Le chocolat. Oui. Et la bière. Et la bière, c'est vrai, j'en ai visité là-bas aussi. Oui, absolument. Donc, c'est un petit peu le reflet de la Belgique, c'est un petit peu tout ça. Donc, on avait Tintin, ça, c'était parfait. Là, il dit, il nous faut une marque de chocolat. Alors, c'était pas évident non plus. Nous, on est des restaurateurs, on n'est pas des chocolatiers, on n'est pas des... Puis, je dis ni une ni deux, je dis on appelle en Belgique, on appelle Léonidas. Pourquoi Léonidas? Parce que c'était la marque de mon enfance. C'était déjà les chocolats de ma grand-mère, c'était les chocolats de ma mère. C'est le chocolat préféré des Belges. Je dis comment on pourrait avoir les chocolats ici? Finalement, on a trouvé une entente. On reçoit nos chocolats toutes les 3 semaines de Belgique. On a fait découvrir le chocolat à Grenby. Puis croyez-moi que les gens maintenant nous disent vous nous avez eu, hein, parce qu'une fois qu'on a goûté votre chocolat, on a du mal à faire marche arrière. Hein. Ah oui. Mais bon, c'est notre spécialité. Nous, les Belges, on est reconnus vraiment pour ça, le chocolat, comme je vous dis, la frette, les frites moules, c'est assez la bière. épicurien, là. C'est ça. Et puis les gaufres, bien sûr. Les gaufres, oui. Donc la boutique, ça s'annonçait bien. Il y avait Tintin, il y avait le chocolat. Bon, après, on est fort dans quoi en Belgique? On est fort dans la bande dessinée. Oui. C'est vrai, la bande dessinée franco-belge. Absolument. Donc, puis aussi, on était dans une époque où je trouve que la nostalgie, elle nous arrivait de plus en plus. Pas juste à moi, ni à Dany, ni aux autres, mais je le sentais avec les gens. Oh mon Dieu, Tintin, ça me rappelle tellement de choses, tout ça. Quand vous vendez du chocolat, vous vendez du bonheur.
Clairement. C'est du bonheur. On les regarde avec des grands yeux. C'est ça. Quand on les déguste, vous le savez, là, je veux dire, les papilles, il y a les endorphines qui déclarent, ça va directement dans le cerveau. Ça vous calme, c'est une extase qui se fait. C'est drôle, j'ai des gens, des personnes très âgées qui viennent tous les mois, qui prennent 30 ou 31 chocolats noirs seulement parce que le médecin leur a conseillé de manger un chocolat au-dessus de 72% Wow. et qui prennent ça un petit peu comme un médicament. Mais il y a ce côté-là aussi qui est le fun, là. La dose de dopamine. La dose, c'est ça. Alors, la boutique, c'était ça. Alors, bien sûr, au début, c'est vraiment très mal tombé. On a complètement zappé la pandémie. La pandémie est arrivée. On avait ouvert depuis 1 mois la boutique. Donc, on a tout refermé pendant 2 ans et demi. Puis là, on a eu le temps de se préparer, surtout au niveau du décor. Vous avez vu le décor Ah oui, de la c'est rue, magnifique, la là. boutique, là. Oh, wow, Avec quand Dany, même. on s'est mis à 2. C'est nous qui avons tout fait à l'intérieur. Mais on revenait à l'époque d'un voyage à Orlando, chez Harry Potter. Oui. Donc, on est allé voir le parc, parce qu'on est des enfants, là. C'est pas Oui, parce oui, que j'ai oui. plus de 60 ans que mon cœur, j'ai toujours 14-15 ans dans le cœur, là. On est allé au parc Harry Potter à Orlando. Puis je voyais toutes ces boutiques, c'était beau, les couleurs, le ci, le là, là. C'est le rêve, là. C'est ça. Je dis, eh ben quoi, tu sais ce qu'on va faire, Dany? Je dis, on va recréer cette magie d'une boutique, mais dans la boutique, c'est belge. Puis allez, bingo, Dany est toujours partant, là, tu sais, pour ça. Oui, oui, ça va marcher, tout ça. Les gens, ils venaient voir pendant les travaux. Alors, le fond, c'est tout rose. C'est, ah, vous allez faire une boutique comme à Cuba? Ben, je vous assure, on a entendu des choses comme ça. Ben, je dis, là, c'est le fond de peinture. J'ai attendez, ça va venir, vous allez voir, vous allez voir. Puis aussi, j'ai pas été encouragé beaucoup par les gens autour de nous, honnêtement, parce que ils y croyaient pas au début. C'est ça le problème quand on croit pas. Quand on est comme moi ou comme Dany, on croit à tout ce qu'on fait. On y croit tellement que ça va marcher, tu vas voir. Mais il faut se donner ce côté aussi de se dire, on est bon, on va réussir, ça va bien aller. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'ambition, ouais, on va essayer, mais je suis pas sûr. Non, non, moi, je suis Faut pas être trop raisonnable. pas raisonnable du tout. Vous savez, souvent, je dis à mes jeunes, là, je dis, vous savez, si vous risquez rien, vous n'aurez rien. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ça s'arrête là. Donc, la boutique, de fil en aiguille, elle se monte. Puis, là, trouver des producteurs, partir en Ontario, voir ça, c'est pas des producteurs, c'est encore le restaurateur qui parle, là. Des fournisseurs. Donc, on faisait les salons à Toronto, on a fait des salons en Europe aussi, ce qui nous a permis aussi de trouver un beau stock de oui. fonds, de tout ce qui fait briller la Belgique. Donc, surtout par Tintin. Tintin, il y a un autre phénomène avec ça, c'est que c'est la bourse, Tintin. Vous savez, c'est l'offre et la demande. Oui. Donc, il y a des pièces qui arrivent ici en Amérique du Nord qu'on reçoit juste à 4 ou 5 exemplaires. Ouais. Il n'y en aura pas d'autres qui vont arriver. Les gens le savent, ces pièces-là, même si elles sont à 2-3 000, parce que ça peut arriver, elles prennent une on sait valeur. pertinemment qu'au bout d'un an et demi, elles vont passer au-dessus de 5 000. Donc, on a aussi des clients qui disent, moi, je n'ouvre même pas les boîtes, je les garde dans un coin, 3 ans après, je les ressors et je fais ma plus-value là-dessus. Mais aussi les gens qui veulent voir quoi de plus beau que de faire un petit peu d'argent en ayant des pièces dans son salon ou sa bibliothèque, de les voir et après se dire, dans 2 ans, je vais les revendre. Elle va peut-être doubler cette pièce-là. Donc, c'est tout un monde. Mais moi, j'y croyais dur comme fer à ce monde-là, honnêtement, là. Ouais. Et puis, je savais aussi qu'ici, au Québec, la bande dessinée francophone, elle n'était pas vraiment représentée, à part dans les années 35-40, là, je Oui, parle, exactement. vous savez, à part On par est- Tintin. Oui. Tintin, puis moi, j'entendais tous les clients qui me disaient, oh mon Dieu, quand le nouveau Tintin sortait, on avait hâte à la bibliothèque, on était en liste d'attente, et puis, ou alors ma maman me l'achetait, puis après, il fallait que je le donne à ma petite sœur, à mon petit frère, on se le passait, mes cousins et tout, ça faisait toute la famille. Donc, je savais qu'il y avait un intérêt pour Tintin, et puis aussi les gens qui se disaient, je savais même pas qu'il y avait des pièces exceptionnelles qui existaient comme ça. Quand on est jeune, qu'on lit Tintin ou une bande dessinée, on n'a pas les moyens de s'acheter une pièce comme ça. Quand on vieillit, puis on se dit, ah, j'ai suffisamment voyagé, j'ai tout fait, j'ai tellement aimé Tintin que je vais l'avoir tout le temps dans mon salon. Puis c'est ça qui se passe. Ouais. Alors le chocolat, ce que ça a fait, le chocolat, c'est aussi, vous savez qu'on a énormément d'Européens qui habitent dans la région. Aussi.
Donc, il passe devant le restaurant, il voit la pancarte Léonidas. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, donc, ça a été assez vite à lancer, ça a été rapide, je dirais. Oui, c'est ça. Et ça vous permet d'avoir un œil et d'être pas loin de la famille. Et puis, on a fait surtout ce qu'on a fait. La pandémie nous a servi à ça. Donc, les gens rentraient par le restaurant. Puis, vous savez, il fallait pas qu'ils se croisent. Il fallait ci, il fallait pas là. Oui. Il y avait trop de monde à l'entrée. Donc là, on a décidé, non, c'est fini. Les gens vont rentrer par le restaurant. Ils vont sortir par la boutique. Oui. Donc, ça faisait un chemin. Absolument. Donc ça, c'est sûr que stratégiquement, c'était réfléchi aussi. Là. Je vous le cache pas. Là. Ben, Après, on voulait faire le chemin aussi. Là. C'est ça, on parce voulait que se rendre nous, on là. l'avait fait. Admettons, quand vous allez chez Disney ou à Orlando, là, vous faites l'attraction, puis vous sortez, vous avez le magasin de l'attraction. Ben oui. Donc, c'était ça. Puis, il y avait petit clin d'œil aussi de se dire, on n'est pas fous, là. Tu sais. Alors, les gens, il y en a qui sortent, qui disent, vous n'êtes pas bêtes, hein, vous savez comment nous attraper. Mais j'ai dit, mais non, c'est juste pour voir aussi, là. Tu sais, c'est pas pour les attraper comme ça. Mais dans le principe, je trouvais que c'était bien pour le circuit de clientèle dans les restaurants. Et puis, c'était bien pour faire découvrir la boutique aussi. Oui. Fait que ça, c'est devenu votre projet à Dany et à moi. Et à nous, parce qu'on ne pouvait pas emmener les jeunes là-dessus. Il faut avoir une connaissance sur les pièces de tatin. Ils ont dit, ah oui, j'en ai vu en Belgique, tout ça. Mais c'est pointu, c'est très pointu. Oui. Donc, ça prend du temps à apprivoiser un petit peu ce domaine-là. Le chocolat, moi, je vous disais, c'était facile. C'était les chocolats de ma grand-mère. Donc, vous savez qu'en Belgique, on mange entre 8 et 9 kilos de chocolat par habitant par an. Ah oui? Oui, ça fait partie de nos gènes. Ah oui? Il n'y a pas même un petit village de 200-300 habitants, vous allez trouver un point de vente Léonidas, parce que ça fait partie de nos gènes. Alors déjà, on l'a pas au même prix là-bas, c'est sûr. Ici, il y a le transport, il y a ci, il y a là. Oui. Mais je veux dire, une belle fierté pour nous d'avoir cette marque-là à Granby. Honnêtement, je suis vraiment fier de ça. Ben oui. Et dis-moi, Philippe, comment ça se passait en famille, en affaires? Est-ce que vous aviez des enjeux de communication? Tu sais, il y a quand même... On touche la sensibilité à ce moment-là. Comment... je ne sais pas si c'est un conseil ou des... C'est pas des conseils. Régulièrement, moi, je dirais 1-2 fois par semaine, on se réunit là, au niveau du travail. On ne parle que du travail. Le secret, je pense, c'est de dissocier les deux. Mm-hmm. Ils sont là, les deux, obligatoirement. La famille fait partie puisqu'elle est là. Mais je veux dire, il y a les postes du travail et il y a le côté famille. On ne peut pas faire d'écart ou de différence entre un employé qui fait partie de votre famille et puis un qui ne fait pas partie de la famille. Mm-hmm. Donc, moi, tout ce que je disais aux nouveaux employés, c'est peut-être un petit peu plus difficile chez nous parce qu'il faut rentrer dans le moule. Il faut qu'on sente qu'il y a une appartenance très importante. Mais oui. Une appartenance. C'est ça le secret d'une réussite, c'est d'avoir des gens autour de vous qui se sentent impliqués et puis qui aiment le produit, qui aiment l'endroit comme si c'était le leur. Là. C'est ça qui était important. Oui. Donc, on se réunissait régulièrement. Et puis, je vous dis, la chance que j'ai eue, parce que encore une fois, Joff et JP, bon, c'était comme mes enfants. Là. Oui. Moi, je les ai pris comme mes enfants, là, comme mes ados, là, et puis je leur ai appris. Mais ils avaient tous des forces différentes, ce qui faisait que ça faisait un tout. Donc, ils se marchaient pas sur les pieds, c'était parfait, ça. Puis, les habitués, vraiment, réunion minimum, 1-2 fois par semaine, réunion. Oui. Vers où on va, vers où on s'en va, qu'est-ce que vous proposez, les impliquer aussi dans les créations. Qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce qu'on ferait bien comme plat, on travaille-tu avec les saisons? Allez, on va travailler avec les saisons, on a ces produits-là de saison, donc on les décline. Fait que ça, ils ont gardé ces automatismes-là. Ah, ouais. Évidemment. Quand tu parlais de propositions, parle-nous des gaufres qui sont maintenant connus, je veux dire, sont distribués. Oui. Hein? On aime ça. Même moi, j'adore en donner dans d'autres régions. Quand je m'en vais ailleurs, j'en amène parce que je veux faire découvrir les gaufres chez ces Belges. Les gaufres, c'était un beau projet aussi. Là. Nous, quand on a ouvert les restaurants, je voulais avoir des gaufres de Liège. Bien sûr, on n'a pas la recette, on n'a rien. Là, vous imaginez, là, les gens qui sont allés en Belgique savent qu'il y a toujours des petits points de vente de gaufres. Il y en a partout en Belgique. Là. Ça fait partie aussi. C'est le hot dog belge. On va dire, on mange ça en faisant les courses, on s'arrête, ça sent, on les sent. Ça sent la vanille, le caramel. Donc, j'ai voulu avoir des gaufres de Liège. Donc, j'ai pris contact avec un fournisseur de Belgique, Belgofra, qui est un gros en Belgique au niveau de la gaufre de Liège. Et puis, il nous a envoyé les pâtons par bateau.
donc congelés en palettes. On les recevait en palettes. Nous, on les faisait pousser dans les restaurants. Et puis, mais vous comprenez bien que c'était énorme, là, comme aussi il fallait aller à Sainte-Julie chercher nos gaufres à chaque fois. Il fallait dédouaner, il fallait ci, il fallait là. Donc, à un moment donné, moi, j'avais un ami qui était parti en Ukraine à l'époque pour ouvrir justement des points de vente de gaufres de Liège. Donc, je lui ai demandé purement et simplement la recette. Et puis il me dit, il n'y a pas de problème, Philippe, avec toi, je vais te donner la recette. Wow. Il nous a donné la recette, puis on a travaillé, sous JP, Marc-Alain, Joff. On a retravaillé la recette. Ça a pris 1 an avant d'arriver peut-être à quelque chose de fixe, de ce qu'on voulait, là. Et puis après, bingo, on avait le produit, là. Alors, donc les gaufres, moi, je les avais rentrés au début, puis les gosses se sont dit, mais on va les faire nous-mêmes. On peut les faire nous-mêmes maintenant. On a une recette, on l'a étudiée, on l'a vraiment concrétisée, on l'a réadaptée à la température d'ici, à l'humidité qu'on trouve ici. Tout est pointu quand vous faites quelque chose. Ben oui. L'atmosphère, tout ça. Puis finalement, on est tombé sur un produit top. Donc les gars, on est rentrés là, on revient pendant notre pire période de pandémie où on était fermé, il fallait faire. Alors oui, on a eu des aides du gouvernement, mais les aides, elles étaient là pour vous maintenir le nez au-dessus de l'eau, mais c'était pas... Donc les gars ont décidé aussi de se dire, c'est peut-être le moment de lancer les gaufres. Donc ça, c'était plus eux. Je les ai laissés aller là-dessus, parce que moi, j'avais fait le premier pas en les ramenant ici à l'époque... Et puis, je me suis dit, allez, les gars, si vous essayez pas, vous le saurez pas. C'est toujours pareil, comme quand je vous dis, si vous l'essayez pas, vous le saurez pas, qu'il risque rien à rien. Donc, allez-y, foncez. Puis, on verra après. Toujours pareil, tu sais, moi, je dis, c'est sûr que ça va marcher. Et là, je connais le produit, là. Donc là, maintenant, je vois aux dernières nouvelles 120, 130 points de vente, je crois. Sur tous les gaufres, on travaille avec la ruche. Oui, la ruche. La ruche, donc c'est un très gros client aussi. On les retrouve dans les restaurants, on les a au menu. Bon, après les gaufres, ils ont la logique, c'était les pancakes. Oui. C'était logique d'avoir ce produit-là aussi. Après, les mini-gaufres, pourquoi les mini-gaufres? On a travaillé au thé à l'anglaise. Oui. C'était que des miniatures. Vous voyez que dans quelque part, ils avaient cette formation-là déjà, comment faire des petits canapés, comment faire ci, comment faire là. Donc le traiteur est arrivé tout naturellement parce que c'est des produits qu'on faisait. Puis aussi, moi, je voulais, le traiteur, c'était pas moi, mais quand on se parle, c'est toujours on, là, vous savez, oui, là, oui. on est toujours là. Et alors, il me disait, on va faire ça sur nos pains, nos pistolets, sur autre chose que les sandwichs, pas de croûte aux œufs. Ou, ça va, c'était fini, cette génération-là. Je critique pas non plus, c'est pas une critique. Non, fallait offrir mais autre chose. On voulait offrir quelque chose de différent. Oui. Donc, ils avaient déjà l'expérience de tout ça. Il suffisait, c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai donné, même des trucs... Dany, des fois, il me disait, pourquoi tu leur dis ça? Pourquoi tu leur parles de ça? Je sais pas, mais un jour, peut-être, ça pourra leur servir. Puis on en a eu la preuve après. Donc, eux, ils emmagasinaient. Comment, quand on a fait, je vous dis, la langue, servir de la langue dans un restaurant à cette époque-là, c'était pas évident, là. Oui. Mais ils ont appris les techniques pour préparer tout ça. Donc, c'était du bagage. À chaque fois, je leur en fournissais, peut-être un peu trop même. Ouais. Mais ils en ont encore sous le pied. Tout ça pour vous dire qu'ils en ont encore beaucoup sous le pied. Oui, quand même. S'ils veulent, oui. Philippe, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. On n'arrête pas de dire que les entreprises doivent avoir la possibilité d'offrir en ligne. Ah, on n'a pas le choix. Moi, j'y croyais pas, sincèrement, au début. Non? Toi qui crois en tout, là? Ouais, mais là, c'est pas ma génération. C'est toujours pareil. Moi, j'ai pas de Facebook. Je comprends. J'ai pas voulu rentrer là-dedans. Je commande pas sur Amazon. Mm-hmm. Mais si vraiment j'ai besoin d'un produit, je vais demander à un gars qu'il le fasse pour moi parce que je le trouve pas autrement. Donc, j'ai pas voulu avoir de Facebook, de suivi, de commentaires, de ci, de là. Ça m'aurait touché trop personnellement. Je comprends. Puis je suis bien heureux comme ça, pas de réseaux sociaux. Mais à un moment donné, donc là, les gars m'arrivent, Phil, on est quand même dans l'ère des boutiques en ligne. Peut-être, tu crois pas que ça serait pas intéressant d'avoir la boutique C'est Belge en ligne?
Pas vraiment. Là, j'étais pas décidé. Pourquoi? Parce que je maîtrise pas. C'est toujours pareil. Quand on maîtrise pas quelque chose, on peut pas le développer. Puis après, mais si, ça serait quand même bien et tout. Mais oui, mais comment on va faire? Faut changer le système de caisse. Puis vous savez, tout changement, tout entraîne un bouleversement. J'étais bien. Je voulais lever le pied un peu, moi, là. Puis déjà, je trouvais que j'avais beaucoup de travail. Bon, je dis OK. Puis Danny me dit, gars, je vais m'en occuper, moi, de la boutique. Il dit, ça va me plaire. Danny, il a un don pour ça. Ça lui plaît de rentrer. Oui. On a une boutique en ligne, on a plus de 700 items maintenant sur la boutique en ligne. 700 Alors, de la boutique? Uniquement de la boutique. Mais on a mis aussi le côté traiteur en ligne. Ben oui. Alors les gens, ils peuvent commander aussi et puis venir chercher dans un des deux restaurants. C'est facile pour eux, ils ont déjà payé, n'importe qui peut ramasser. Puis la boutique en ligne, pour revenir à ça... J'ai été le premier surpris, honnêtement. Les algorithmes, tout ça, vous savez, ça prend un petit 2-3 mois pour que ça se mette en place, tout ça. Je l'ai compris, là. Je me suis fait aider par des gens professionnels. Et puis maintenant, on envoie en Ontario, on envoie à Toronto, j'ai envoyé en Beauce la semaine dernière, en Gaspésie, à Québec, à Montréal. On envoie de partout. Ouais. Donc ça aussi, c'était... Mais c'est pas le tout, là. Moi, j'étais habitué. Lundi, mardi, on est en repos. On se repose, je ferme les rideaux chez moi. On fait tellement de social dans la semaine que... On veut la paix. On veut la paix, en gros. Mais souvent, les gens, c'est le week-end qui commandent. Alors, le lundi, le mardi, il faut faire les paquets, il faut les envoyer, il faut les cibles, les bureaux laiteurs, les ci, les là, les envois. C'est une autre dynamique, mais c'est plaisant aussi de se dire, j'y croyais pas. Mais j'y croyais pas pourquoi? Parce que je ne connaissais rien à ça. Et puis maintenant, je vois qu'il y a un énorme potentiel à développer avec ça aussi, la boutique en ligne. Ben oui. Vraiment. Donc, c'est quelque chose qu'on ne se passerait plus, là. Ben, je crois pas, non. Est-ce que, Philippe, tu as un conseil pour les gens qui désirent partir en affaires en famille? Il faut que chacun tienne sa place pendant le temps où il doit la tenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, admettons, moi, j'aurais eu en famille avec mes parents, j'aurais d'abord laissé la place vraiment à mes parents parce que c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont laissé la place au début. Ils ont écouté, ils ont regardé de quelle façon on fonctionnait, qui n'était pas du tout habituel. Parce que souvent, ils nous disent, oui, mais c'est parce que c'est vous. Oui, mais c'est ça, c'est nous, c'est vous aussi. Et puis, moi, je dirais... un petit peu de pas marcher sur les pieds, de pas se marcher sur les pieds, de prendre le temps, de comprendre, puis après de dire, OK, j'ai eu une idée, si on pouvait faire ça, mais pas arriver comme un chien dans un jeu de quilles et puis de tout changer. Tu sais, au début, j'ai eu cette peur-là, honnêtement, de dire, est-ce que, au niveau mentalité, ils vont rester comme nous, ils vont rester... Et puis, j'ai vu des exemples, moi, de restaurants en Europe et tout, des restaurants qui marchaient super fort. Et puis, la génération d'après, nous, on rajeunit tout. Et puis après, ils tombent, ces restaurants-là. Pourquoi? Parce que nous, on a la chance d'avoir des restaurants avec une âme à l'intérieur. Vous savez, ils vivent déjà tout seuls de leur âme. Il n'y a pas un objet dans les décors qui n'a pas été ramené de la Belgique. Donc, quand vous rentrez, c'est chargé. On sent cette charge-là au niveau du décor. Et puis au début, peut-être ils réfléchissaient à vouloir changer beaucoup de trucs. Puis ça, c'est vraiment... Non, ils se sont dit, la bonne façon, c'est de continuer dans les empreintes qui ont été faites. Moi, j'ai toujours dit à mes gars, ils savaient même pas ce que voulait dire ce mot-là. Je veux que ça devienne une institution. Ils savaient pas, même là, des fois, ils rigolent. Ils disent, ton mot, là, Je dis, on est devenu une institution, je suis désolé. Je dis, mais régionalement, là, on fait partie du tourisme régional aussi. Moi, j'ai des clients qui me disent, oh, on est tellement contents, on vient au zoo, on a dormi à Montréal pour pouvoir manger le lendemain matin, à Québec, à Granby, pardon, pour pouvoir manger le lendemain matin chez vous. Donc, tu sais, c'est du bonheur, tout ça. Donc, la transition, elle s'est fait, moi, ce que je conseillerais, c'est sauf si vraiment on sent qu'il y avait des changements à faire, puis très rapidement, pour le bienfait de la société, moi je dirais de regarder ce qui a été fait, de le comprendre. Est-ce que là-dedans on peut aller encore plus loin ou est-ce qu'on peut amener des choses nouvelles qui vont faire qu'on va sentir qu'il y a une nouvelle génération qui est dedans. Puis c'est ce qui se passe un petit peu. Je sens des nouveautés, moi, avec eux, mais pas de les imposer, de les laisser aller. Et je vous avouerai, toujours le premier qui goûte les nouveaux plats, c'est moi. Oh oui, quel beau privilège. Oui, c'est un beau privilège, sérieusement. Puis après, alors c'est pareil, des fois je dis, ça choque un peu, mais tout de suite, de dire, c'est parfait.
peut-être essayons-le comme ça, d'ouvrir la porte à faire des essais différents, puis après de se mettre d'accord ensemble, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Puis là, il y a une force quand on est ensemble, c'est vraiment une force de dire, toi t'y crois, moi j'y crois, les serveurs ils y croient, ils vont savoir le vendre, puis les clients sont là pour nous prouver qu'on a bien fait d'y croire. Donc, chacun sa place, mais aussi, on a besoin d'avoir des gens qui veulent prendre le lead sans écraser les autres. En gros, c'est ça. Oui. C'est belge dans 30 ans? Ça sera dans 30 ans. Ça ressemble à quoi? Ça pourrait encore être là, mais je comprendrais qu'ils puissent vendre à un moment donné, parce que chacun fait des gros efforts en restauration. Vous savez, c'est des métiers pas faciles. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont vouloir lever le pied aussi. Mais là, ils sont en train de construire. Ils avaient des belles fondations, puis ils sont en train de construire dessus. Et puis, c'est mieux de revendre un bloc avec 10 étages qu'un bloc avec un étage, là, quelque part. Mais il y a encore du travail. Oui, mais peut-être une autre génération. Pourquoi pas? Moi, j'ai déjà... j'offrais à des enfants, j'ai pris à des enfants. Arcana, il n'a pas d'enfants, mais Carla, elle en a 5. Donc, la relève. Et puis, j'entends parler, même les filles à Joff, ils me disent, elles n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir travailler dans le restaurant. Elles jouent à la serveuse à la maison. Donc, quand tout le monde aime ça, on est dans un bain d'amour. Là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On donne l'envie à tout le monde. On leur fait voir que c'est le plus beau métier du monde, la restauration. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir partagé avec nous. Le plaisir. Merci. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.